Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Excuse-moi, Christian, il y a des messages qui rentrent. Oui, il y a quelqu'un qui nous dit moi, mon fils a été puni pour avoir défendu un petit qui se faisait battre pendant la récréation à Granby. Ah oui. Il y a plusieurs témoignages comme ça qui mentionnent justement les surveillants n'ont pas le droit de jaser entre eux, détrompez-vous, mais parfois c'est difficile justement de séparer des bagarres ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un commentaire qui est rentré. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour. Tu nous apportes encore une patente. Un bibelot. Il y a beaucoup de décorations chez vous. Oui, absolument. Ça doit être le bordel dans cette place-là. Écoute, c'est un objet qui est lié à l'actualité parce que cette semaine, c'est des objets liés avec de l'actualité, mais quand on ne voit pas l'objet, ça devient un peu difficile de commenter cette actualité. Et est-ce que toi, Benoît, tu es un fan des films Indiana Jones? Ouais, comme tout le monde. Hein. Bon, tu as probablement vu le... Non, tu n'as pas un petit chapeau, tout ça, là, avec le fouet. Non, j'ai pas de fouette. Non, j'ai pas de fouette. C'est le fouette. Non. Bon, OK. Oh! Il vient de sortir pour l'occasion. Tout à coup, je pense aller m'en acheter. Dans le dernier volet de la série Indiana Jones, c'était Indiana Jones et le cadran du destin. Et ce cadran du destin, à 2-3 reprises, ils lui ont donné son vrai nom dans le film. Bon, ça ne permet pas de voyager dans le temps, là, mais cet objet s'appelle l'objet denticitaire ou le mécanisme denticitaire. Et cette histoire-là, elle fait l'objet d'une actualité. Tu vois, le petit objet verdâtre là, qui est à la gauche, en tout cas à notre droite, gauche de l'écran, ce petit objet, il faut quand même le dire, il a été trouvé, on est en 1900, il y a une épave, il y a un bateau romain qui a sombré un siècle avant le Christ. Et des plongeurs d'éponge vont découvrir ce navire englouti. On est en 1900, comme je l'ai mentionné, et ce sont des pêcheurs, des ramasseurs d'éponges. Donc, ils plongent, trouvent l'épave. Et là, au cours des quelques années qui vont suivre, ils vont commencer à remonter à la surface de ces objets mystérieux à l'intérieur. Et en 1901, ils vont remonter le petit objet verdâtre. Donc, on a une espèce qu'on vient de voir. C'est une espèce d'objet. Il semble y avoir une roue en métal qui est par-dessus et c'est enveloppé, en fait, c'est coincé dans une gangue de boue et de métal corrodé. Là. Bon, on met ça dans les caves du musée de Athènes. Et il faudra attendre les années 50 pour que là, une première série de radiographies révèle l'objet en question. Et cet objet en question, donc, j'ai préparé une petite vidéo. On va voir la tomodensitométrie. Oui. Imagine-toi, tu as un rayon X qui permet de voir à l'intérieur de l'objet. C'est ce que tu vas voir. Courtoisie du musée de Athènes. Et là, voici ce que les gens ont découvert en passant cet objet au rayon X, comme ça, en progressant à l'intérieur de l'objet. Ils découvrent un mécanisme excessivement sophistiqué, avec des roues dentelées, des mécanismes d'engrenage qui s'emboîtent les uns dans les autres, quelque chose qui techniquement n'existait pas. Il faut attendre pour voir des mécanismes aussi complexes que ceux-là. Il faudra attendre le 11e ou le 12e siècle en Europe dans des mécanismes d'horlogerie. Mais trouver un objet semblable datant d'un siècle avant l'ère commune qui puisse être aussi complexe, ça devient impossible. C'est si impossible qu'au départ, les historiens se disent non. Ou bien il y a un bateau quelque part, ou à la Renaissance, qui a passé au-dessus de l'épave. On avait une horloge, elle est tombée à la mer, et le hasard a fait qu'elle est tombée sur l'épave. Mais en fouillant, grâce à ces espèces de radiographies, tout un hasard, et en regardant que ces radiographies, on découvre à l'intérieur du mécanisme des symboles de l'ancien grec, ce qui prouve bel et bien que l'objet est du grec ancien et qu'il remonte à l'époque où on le suppose, un siècle à peu près avant le Christ. Mais à quoi pouvait bien servir un mécanisme comme celui-là? Là, on s'est mis à parler du premier ordinateur de l'histoire. Il y a toujours les coucous. Les coucous, eux, en voyant ça, ils ont dit, ça y est, c'est une technologie extraterrestre, rien de moins, ou une super civilisation qui aurait existé dans l'Antiquité, mais avant l'ère glaciaire. Et genre un peu les Atlantes, là, la super civilisation qui aurait dissimé un peu son savoir à toutes les grandes civilisations grecques, romaines de l'Antiquité. Attends, un mécanisme d'horloge grand-père viendrait du fin fond de l'univers. Tout à fait.
Ah, OK. Hein, tu sais, L'ancêtre de l'Apple non, Watch. mais non, pourquoi pas? Non, absolument. Ils ont le droit. Ah, non, je pose la question. Moi, je juge pas, là. As-tu du Rolex? Je sais pas. Quand c'est Rolex, c'est bon pour toute la galaxie. Hein? Ouais. On sait pas d'où ça vient, la technologie de Rolex, en quand passant. tu payes. Transmission de savoir. C'est Alors, ça. éventuellement, on s'est dit, on va essayer à partir... Bon, on a 3 gros fragments. Avec les anneaux, on a 3 gros fragments. On a une vingtaine de petits fragments. Et on a pu reconstituer l'objet, à quoi il devait servir. Alors là, Benoît, c'est ton travail de nous révéler à quoi ressemble le mécanisme. À l'époque, oui, tu le lèves. Voici à quoi ressemblait le fameux mécanisme denticitaire. Donc, il a 2 faces. D'un côté, il a 2 cadrans. De l'autre côté, il a un cadran. Oui. Et il y a une manivelle sur le côté. Et il est clair que cet objet-là servait à déterminer le mouvement des étoiles et des planètes. Fallait quand même le réajuster parce que même chez les Grecs, même si on savait que la Terre était ronde, on avait une vision héliocentriste, là, donc toutes les planètes et le Soleil tournaient autour de nous et pas nous autour. Donc il y avait une légère décalage. Mais c'est un mécanisme qui est très complexe. Mais là, ça vient de quoi, ça? Ouais, on a trouvé ça dans une épave romaine et c'est probablement de fabrication grecque. Et arrive mon actualité du jour. Parce qu'on l'attendait tous. Il n'y a personne qui était hyper métrope dans ces années-là. Voilà, c'était petit. On est au bout de nos chaises. Ben voilà, il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée. Là aussi, je t'ai préparé une petite vidéo. Tu sais, comment... T'es généreux. Je mets l'impact des roues, des mécanismes avec des roues triangulaires. Et ce que révèle cette étude, c'est que le mécanisme denticitaire devait être imparfait, très imparfait même, parce que des mécanismes avec des roues pointues, ça ne s'embrique pas aussi bien que quand on regarde une roue dans un mécanisme différentiel. Généralement, la dent est plate et carrée, et il y a un espace un peu carré entre les dents, ce qui permet de faciliter l'emboîtement des roues. Dans le cas du mécanisme denticitaire, on a essentiellement des mécanismes avec des roues, des mécanismes, des rouages qui sont dentelés. Ce qui veut dire que le mécanisme devait s'enrayer très souvent. Donc, probablement... À cause de la forme des roues qui devait finalement provoquer l'embrouillement du mécanisme. J'imagine qu'en grec, si je l'avais traduit en grec, là, on devait dire une patente à gosse. Mais attends, là. Attends, parce que moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. Là. Non. C'est là c'est pas ça que c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Oui, l'étude montre que le mécanisme devait être beaucoup moins précis qu'on l'avait cru jusqu'à maintenant. Il devait s'enrayer assez souvent à cause de la façon dont le mécanisme est fait. Excuse-moi, facile de critiquer, hein? Comme 2000 ans plus tard. Mais moi, je suis pas... Non, mais tu sais, t'arrives 2000 ans plus tard, tu dis, ça aurait dû être fait de même. T'étais pas là à l'époque. Ah, tout à fait. Comment crucifier comme il faut quelqu'un là, sur le mont Sinaï? Je veux dire, il fallait être là. Essai et erreur. Oui, mais c'est d'ailleurs, c'est absolument... Tu as raison dans la mesure où cet objet-là continue de faire fantasmer aujourd'hui les historiens parce que c'est probablement l'objet le plus extraordinaire qu'on ait jamais trouvé dans l'Antiquité. Sans blague. Et ça nous amène à se dire, on sait que les Grecs et les Romains avaient développé des automates. Mais c'était toujours des mécanismes simples, c'est-à-dire qu'il y avait un vase communicant, de l'eau qui rentrait sur une poulie, puis là, un bras qui descendait. Des mécanismes mais même ça, simples. c'est fort pour moi. Oh, ouais. Non, mais... je sais, toi, c'est la cabane à moineaux, puis quand le moineau meurt, les graines descendent. C'est extraordinaire. Je suis pas capable de plus que ça. Attends, pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on n'aurait jamais imaginé que de tels mécanismes aussi complexes avait pu être développé. Est-ce qu'il y avait le pain tranché? Non. Non. Et donc, ça, c'était la meilleure affaire avant le pain tranché. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça a bouleversé notre vision des technologies qui étaient accessibles à certaines grandes sociétés élitistes des Grecs et des Romains, même si le mécanisme était très imparfait. Et ça, c'était pas dans le but de... de déterminer la position des astres et des étoiles, prédire les éclipses et tout le reste. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'a retrouvé sur une épave romaine, même si l'objet est grec. On l'a trouvé sur une épave romaine qui était visiblement en route vers Rome. Donc, les Romains
ont acheté ou trouvé chez les Grecs ce mécanisme si extraordinaire qu'ils l'avaient monté sur leur bateau. Ils devaient probablement s'en servir pour marquer le temps ou le déplacement des astres, des planètes. Et malheureusement, l'épave a coulé. N'eût été de la découverte de ce petit morceau verdâtre, vert de gris, embriqué dans un paquet de boue, on n'aurait jamais découvert l'extraordinaire mécanisme d'Anticythère. Fascinant. Et mais ça, c'est pas un vrai, là, ton petit bonhomme vert, là. Non, ce sont 2 copies de musée. Ouais, deux copies de musée qui m'ont été données par le musée de Athènes, d'ailleurs. Pourquoi? J'avais été faire un reportage sur l'objet d'Anticythère. Ah oui? Et après avoir fait mon entrevue avec le conservateur du musée, il m'a donné les 2 répliques que tu vois devant toi. Parce que t'es une bonne personne. Oui, je suis une bonne personne. C'est ça, c'est moi. pour ça, ça va au mérite. Oui, On a l'air d'une gang d'abrutis après ça. Hein? Oui, ils ont consulté. Sérieusement, un peu. Écoute, on est à la maison, puis on a de la misère à dire, bon, on a 2 clous, puis une vis, comment on va figurer notre patate? Ces gens-là vont réussir, ça fait... La misère à utiliser un ouvre-boîte. Absolument. Non, c'est vraiment impressionnant, cette histoire-là. Si on tourne un peu l'objet, je ne sais pas si on peut... Il y a des gens qui le réclament sur Cube Télé, d'ailleurs. De l'autre côté, Benoît, pour qu'on voit l'intérieur. Donc, voilà, regarde, le mécanisme, quand il est complexe. Tout un ensemble de roues dentelées qui s'imbriquent les unes dans les autres pour faire tourner le mouvement. Et de l'autre face, l'endroit où on a une face unique, la face unique, on a 2 boules sur les aiguilles. Une boule qui est à moitié blanche et à moitié noire. Ça, c'est la marche de la Lune. Cette aiguille-là tourne sur elle-même et elle marque les phases de la Lune. Et l'autre point, le argenté, là, de couleur cuivre, lui, c'est le mouvement du Soleil. Parfait. Écoute, c'est absolument aberrant d'avoir trouvé un objet comme celui-là, même si cette récente étude dit qu'il devait s'enrayer quand même souvent. Est-ce que ça fait partie de ta collection dans l'immense coffre-fort que tu as chez vous? Tout à fait. Ça, c'est dans le musée Christian Page. Oui. À ne pas fréquenter si vous voulez rester en vie. Merci, Christian. Ça me fait plaisir, Benoît. Merci.